En ce moment précis, pendant que vous écoutez ces mots, à 678 millions de kilomètres de votre position, un océan plus vaste que tous ceux de la Terre réunis se cache sous une croûte de glace épaisse de 15 kilomètres. Cet océan n'est pas sur une planète lointaine dans une autre galaxie. Il est ici, dans notre système solaire, sur Europe, une lune de Jupiter, à peine plus petite que notre propre lune. Et voici ce qui devrait vous glacer le sang. En 2016, le télescope spatial Hubble a détecté quelque chose d'extraordinaire. Des geysers. Des jets d'eau s'élevant à 200 km au-dessus de la surface glacée d'Europe. De l'eau liquide, jaillissant dans l'espace. Depuis un monde que nous pensions mort et gelé. Imaginez maintenant que vous puissiez voyager dans le temps. Revenons en arrière, à l'année 1979. La sonde Voyager 1 survole Jupiter et ses lunes pour la première fois. Les scientifiques de la NASA s'attendent à voir des mondes cratérisés, morts, semblables à notre lune. Mais quand les premières images d'Europe arrivent, le silence tombe dans la salle de contrôle du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, en Californie. Pas de cratère. Presque aucun. À la place, une surface lisse, striée de lignes rougeâtres qui s'entrecroisent comme les veines sous une peau translucide. C'est impossible, murmurent les scientifiques. Une surface aussi lisse ne peut signifier qu'une chose. Elle est jeune. Très jeune. Quelque chose efface constamment les cratères. Le docteur Robert Pappalardo, aujourd'hui scientifique du projet Europa Clipper au JPL, se souvient de ce moment comme d'une révélation. Quote 0, dira-t-il des décennies plus tard. Quote 1. Mais quoi ? La réponse viendra d'un physicien théoricien nommé Richard Greenberg, de l'Université de l'Arizona. En étudiant les forces gravitationnelles exercées par Jupiter sur Europe, Greenberg fait un calcul stupéfiant. Les forces de marée. Jupiter, avec sa masse colossale, étire et comprime Europe comme vous presseriez une balle en caoutchouc dans votre main. Cette déformation constante génère de la chaleur. Énormément de chaleur. Assez pour maintenir un océan liquide sous la glace. Avançons maintenant jusqu'en 1997. La sonde Galileo, en orbite autour de Jupiter, effectue plusieurs survols rapprochés d'Europe. Elle transporte un magnétomètre, un instrument capable de détecter les champs magnétiques. Et ce qu'elle découvre change tout. Le champ magnétique d'Europe fluctue. Il varie en fonction de sa position par rapport à Jupiter. Margaret Kivelson, géophysicienne à l'Université de Californie à Los Angeles, analyse les données pendant des mois. Sa conclusion est sans appel. Ces fluctuations ne peuvent s'expliquer que par la présence d'un conducteur électrique sous la surface. De l'eau salée. Un océan d'eau salée. L'océan n'est plus une hypothèse, c'est un fait. Mais comprenez bien ce que cela signifie réellement. Nous ne parlons pas d'un petit lac souterrain. Les données de Galileo, combinées au modèle gravitationnel, suggèrent un océan profond de 100 à 150 km. 150 km de profondeur. Pour mettre cela en perspective, l'océan le plus profond sur Terre, la fosse des Mariannes, atteint à peine 11 km. L'océan d'Europe pourrait contenir 2 à 3 fois plus d'eau que tous les océans terrestres réunis. Sous 15 km de glace, dans l'obscurité totale, à 678 millions de kilomètres du Soleil, se trouve le plus grand océan du système solaire. Maintenant, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui rend un endroit habitable ? Pendant des décennies, les scientifiques ont cherché la vie extraterrestre en suivant une règle simple. Suivez l'eau. Mais l'eau seule ne suffit pas. Il faut 3 ingrédients essentiels. L'eau liquide, évidemment, de l'énergie, et des éléments chimiques, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre. Les briques de la vie telles que nous la connaissons. Europe possède l'eau. Les forces de marée fournissent l'énergie. Mais qu'en est-il de la chimie ? C'est ici que l'histoire devient vraiment fascinante. Regardez la surface d'Europe de plus près. Ces lignes rougeâtres qui strient la glace ne sont pas de simples fissures. Les analyses spectroscopiques révèlent la présence de sel, de sulfate, peut-être même de composés organiques. D'où viennent-ils ? La théorie la plus probable implique un processus que nous connaissons bien sur Terre,
l'activité hydrothermale. Au fond des océans terrestres, là où les plaques tectoniques se séparent, l'eau de mer s'infiltre dans la croûte, se réchauffe au contact du magma et ressort chargée de minéraux dissous. Ces sources hydrothermales, ces fumeurs noirs comme on les appelle, créent des oasis de vie dans les abysses. Des écosystèmes entiers prospèrent dans l'obscurité totale, sans lumière solaire, alimentés uniquement par l'énergie chimique. Kevin End, astrobiologiste au JPL, a passé des années à étudier ces environnements extrêmes sur Terre. Quad 2, explique-t-il. Quad 3. Si Europe possède des sources hydrothermales au fond de son océan, et les modèles géologiques suggèrent fortement que c'est le cas, alors elle possède tous les ingrédients nécessaires à la vie. Tous. Revenons maintenant à ces geysers détectés par Hubble en 2016. Lawrence Roth, de l'Institut royal de technologie de Stockholm, dirigeait l'équipe qui a fait cette découverte. Il n'observait pas Europe directement, mais scrutait l'espace autour de la Lune, cherchant des traces d'hydrogène et d'oxygène dans l'ultraviolet. Et ils les ont trouvées. Des panaches s'élevant depuis la région de l'hémisphère sud d'Europe, exactement là où la croûte de glace semble la plus fine et la plus fracturée. Ces geysers ne sont pas constants, ils apparaissent et disparaissent, probablement liés aux forces de marée qui ouvrent et ferment des fissures dans la glace. Comprenez-vous ce que cela signifie pour l'exploration ? Pendant des années, les scientifiques ont imaginé des missions complexes nécessitant de forer 15 km de glace pour atteindre l'océan. 15 km. Sur Terre, le forage le plus profond jamais réalisé, le puits de Kola en Russie, a atteint 12 km après 20 ans de travail. Forer la glace d'Europe semblait techniquement impossible pour les décennies à venir. Mais si des geysers projettent l'eau de l'océan directement dans l'espace, alors nous n'avons pas besoin de forer. Nous pouvons simplement voler à travers les panaches et analyser leur composition. Chercher des molécules organiques, des acides aminés, des biosignatures. C'est exactement ce que la mission Europa Clipper, lancée en octobre 2024, est conçue pour faire. Pas une mission d'atterrissage, pas encore, mais un orbiteur qui effectuera 49 survols rapprochés d'Europe, certains à seulement 25 km d'altitude. 49 opportunités de traverser ces panaches, si nous avons de la chance. La sonde transporte 9 instruments scientifiques. Des spectromètres de masse pour analyser la composition chimique. Des caméras haute résolution pour cartographier la surface avec une précision de 50 cm. Un radar à pénétration de glace pour sonder la structure de la croûte et peut-être détecter des poches d'eau liquide plus proches de la surface. Mais voici ce qui devrait vraiment vous faire réfléchir. Europa Clipper n'attendra Jupiter qu'en avril 2030. 6 ans de voyage. Puis 4 ans de mission scientifique. Nous ne connaîtrons pas les réponses avant le milieu des années 2030. Une décennie entière d'attente. Et pourtant, cette attente est insupportable précisément parce que la question est si proche d'être résolue. Nous ne parlons pas de civilisation extraterrestre à des années-lumière de distance. Nous parlons de vie microbienne potentielle dans notre propre arrière-cour cosmique. À 678 millions de kilomètres. C'est loin pour nous, mais à l'échelle de l'univers, c'est comme chercher quelque chose dans le jardin de votre voisin. Imaginez maintenant ce moment. Quelque part au milieu des années 2030, une équipe de scientifiques au JPL reçoit des données d'Europa Clipper. Le spectromètre de masse a détecté quelque chose dans un panache. Des molécules organiques complexes. Des acides aminés dans des proportions qui ne peuvent pas s'expliquer par des processus purement chimiques. Une asymétrie chirale, cette préférence pour les molécules gauchères ou droitières qui caractérise la vie sur Terre. Ou peut-être quelque chose d'encore plus direct, des structures microscopiques dans des particules de glace, des formes qui ressemblent troublement à des cellules. Ce moment changerait tout. Pas seulement notre compréhension de la vie dans l'univers, mais notre compréhension de nous-mêmes. Pendant toute l'histoire de l'humanité, nous avons été seuls. La seule vie connue dans un cosmos apparemment vide. Chaque religion, chaque philosophie, chaque système de pensée s'est construit sur cette solitude fondamentale. La découverte de vie sur Europe, même microbienne, même primitive, briserait ce paradigme. Nous ne serions plus seuls.
Et si la vie a émergé indépendamment sur 2 mondes dans un seul système solaire, alors l'univers n'est pas vide. Il grouille probablement de vie. Mais attendez, avant de nous laisser emporter par l'enthousiasme, considérons une possibilité plus troublante. Et si la vie sur Europe et la vie sur Terre partageaient une origine commune? Nous savons que des météorites martiennes ont atteint la Terre. Des roches éjectées de Mars par des impacts d'astéroïdes qui ont voyagé dans l'espace pendant des millions d'années avant de tomber sur notre planète. Nous en avons trouvé des dizaines. Si des roches peuvent voyager de Mars à la Terre, peuvent-elles voyager de la Terre à Europe, ou vice-versa? C'est la théorie de la panspermie. L'idée que la vie pourrait se propager d'un monde à l'autre, transportée par des météorites. Paul Davies, physicien théoricien à l'Université d'État de l'Arizona, a calculé les probabilités. C'est rare, mais pas impossible. Un impact géant sur Terre, il y a des milliards d'années, pourrait avoir éjecté des roches contenant des microbes dans l'espace. Certaines de ces roches, par une chance astronomique, pourraient avoir atteint Europe. Les microbes, protégés à l'intérieur de la roche, auraient survécu au voyage dans l'espace en état de dormance. Puis, en tombant dans l'océan d'Europe, ils auraient pu se réveiller et coloniser ce nouveau monde. Si c'est le cas, alors la vie sur Europe ne serait pas vraiment extraterrestre. Elle serait notre cousine. Une branche de l'arbre de la vie terrestre séparée il y a des milliards d'années. Comment le saurions-nous? En analysant son ADN, si elle en possède. Si la vie sur Europe utilise le même code génétique que la vie terrestre, les mêmes 20 acides aminés, la même structure ADN-ARN protéines, alors la panspermie devient l'explication la plus probable. Mais si elle utilise un système biochimique différent, des acides aminés différents, une structure génétique différente, alors nous aurions la preuve d'une seconde genèse. La vie aurait émergé 2 fois, indépendamment, dans notre système solaire. Cette distinction est cruciale. Une seconde genèse prouverait que l'émergence de la vie n'est pas un accident cosmique incroyablement rare, mais un processus presque inévitable dès que les conditions sont réunies. Eau liquide, énergie, chimie organique, ajouter du temps, et la vie apparaît. Si c'est vrai, alors l'univers observable, avec ses 2000 milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles, chacune potentiellement entourée de planètes, devient un jardin cosmique où la vie fleurit partout. Mais revenons à Europe elle-même. Essayons de vraiment visualiser ce monde. Vous êtes dans un submersible, descendant à travers une fissure dans la glace. Les 15 premiers kilomètres sont de la glace pure, comprimée par son propre poids, devenant de plus en plus dense à mesure que vous descendez. La lumière du soleil, déjà faible à cette distance de notre étoile, disparaît complètement après quelques centaines de mètres. Vous êtes dans l'obscurité totale. La température de la glace autour de vous est de moins 160 degrés Celsius. Mais vous continuez à descendre. Puis, soudainement, la glace se termine. Vous émergez dans l'océan. L'eau est froide, juste au-dessus du point de congélation, maintenue liquide par la pression et la chaleur interne. Vous allumez vos projecteurs. L'eau est claire, plus claire que vous ne l'imaginiez. Pas de sédiments en suspension, pas de vie photosynthétique pour troubler l'eau. Vous descendez encore. 10 km, 20 km, 50 km. L'obscurité est totale au-delà du faisceau de vos lumières. La pression augmente, mais l'eau reste liquide. À 100 km de profondeur, vous atteignez le fond. Pas de sable, pas de boue, de la roche nue. Et là, dans le faisceau de vos projecteurs, vous le voyez. Un fumeur noir. Une cheminée hydrothermale crachant de l'eau surchauffée chargée de minéraux. Autour de la cheminée, des structures. Des tapis microbiens peut-être. Des formes qui ressemblent à des vers tubicoles, comme ceux qui entourent les sources hydrothermales terrestres. Mais différents. Adaptés à ce monde sans lumière, à cette gravité plus faible, à cette chimie étrangère. Vous vous approchez. Votre caméra enregistre tout. Ces organismes, s'ils sont bien vivants, ont évolué dans un isolement total pendant des milliards d'années. Ils n'ont jamais vu le soleil. Ils ne connaissent pas le cycle jour-nuit. Leur monde entier est cet océan sombre, ces sources chaudes, cette chimie des profondeurs. Ils représentent une expérience évolutive complètement indépendante.
une seconde biosphère, un second exemple de ce que la vie peut devenir. Bien sûr, cette scène est de la science-fiction, pour l'instant. Nous n'avons pas de submersible sur Europe. Nous n'avons même pas encore confirmé l'existence de l'océan de manière définitive, bien que toutes les preuves indirectes pointent dans cette direction. Mais ce qui était de la science-fiction il y a 50 ans, un océan sous la glace d'une lune de Jupiter, est maintenant considéré comme un fait scientifique probable. Ce qui est de la science-fiction aujourd'hui, un submersible explorant cet océan, pourrait être la réalité dans 50 ans. Et Europe n'est pas seule. Encelade, une petite lune de Saturne, possède également un océan sous-glaciaire. La sonde Cassini a volé à travers ces geysers et détecté des molécules organiques complexes, du méthane, de l'hydrogène. Titan, la plus grande lune de Saturne, possède des lacs et des mers de méthane liquide à sa surface, et probablement un océan d'eau sous sa croûte. Ganymède et Callisto, deux autres lunes de Jupiter, pourraient également cacher des océans. Notre système solaire contient peut-être plus de mondes océaniques que de planètes rocheuses. Cette réalisation change notre stratégie de recherche de vie. Pendant des décennies, nous avons concentré nos efforts sur Mars. Mars est proche, relativement facile à atteindre, et possédait autrefois de l'eau liquide à sa surface. Mais Mars est aujourd'hui un désert gelé. Si la vie y existe encore, elle est probablement profondément enfouie, difficile à trouver. Europe, en revanche, possède un océan actif maintenant. Pas dans le passé, maintenant. Si la vie existe dans cet océan, elle est là, en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La découverte de vie sur Europe ne serait pas simplement une curiosité scientifique. Ce serait un bouleversement philosophique et pratique dont les implications se déploieraient sur des siècles. Commençons par la question la plus immédiate. Comment cette vie fonctionnerait-elle réellement ? Parce que comprendre la biochimie d'organismes européens nous forcerait à repenser les limites mêmes de ce que signifie être vivant. Sur Terre, toute vie que nous connaissons repose sur un solvant universel, l'eau. Les réactions chimiques de la vie se déroulent dans l'eau. L'ADN se réplique dans l'eau. Les protéines se replient dans l'eau. Mais l'eau d'Europe n'est pas l'eau de la Terre. Elle est salée, certainement, mais sa composition exacte reste un mystère. Les modèles suggèrent des concentrations élevées de sulfate de magnésium, peut-être du chlorure de sodium, possiblement des composés soufrés. Cette chimie différente créerait des contraintes différentes, des opportunités différentes. Prenez le métabolisme. Sur Terre, au fond des océans, près des sources hydrothermales, des bactéries et des archées pratiquent la chimiosynthèse. Elles oxydent le sulfure d'hydrogène, le méthane, le fer ferreux, extrayant l'énergie de ces réactions chimiques pour construire des molécules organiques à partir du dioxyde de carbone. C'est l'équivalent de la photosynthèse, mais sans lumière. Ces organismes forment la base de chaînes alimentaires entières dans les abysses terrestres. Des vers tubicoles de 2 mètres de long, des crabes yétis, des crevettes aveugles, tous dépendent de ces microbes chimiosynthétiques. Sur Europe, un écosystème similaire pourrait exister, mais avec des différences cruciales. La gravité d'Europe n'est que 13% de celle de la Terre. Dans cet environnement de faible gravité, les organismes pourraient développer des structures impossibles sur Terre. Des filaments microbiens s'étendant sur des dizaines de mètres, flottant dans l'eau comme des toiles d'araignées cosmiques. Des colonies formant des structures tridimensionnelles complexes, non contraintes par le poids. L'évolution, travaillant avec les mêmes principes fondamentaux mais dans des conditions différentes, produirait des formes de vie que nous aurions du mal à reconnaître. Et voici où cela devient vraiment fascinant. Chris McKay, astrobiologiste au centre de recherche Ames de la NASA, a passé des années à étudier les environnements extrêmes de la Terre comme analogues pour d'autres mondes. Il a exploré les vallées sèches de l'Antarctique, où des microbes survivent dans des poches microscopiques d'eau liquide à l'intérieur de la glace. Il a plongé sous la banquise arctique, où des algues photosynthétisent avec moins d'1% de la lumière solaire de surface. Et il a découvert quelque chose de troublant. La vie ne se contente pas de survivre dans ces environnements extrêmes. Elle prospère, elle s'adapte,
Elle trouve des niches écologiques que nous n'aurions jamais imaginées. Le problème avec notre recherche de vie extraterrestre, explique McKay, c'est que nous cherchons ce que nous connaissons. Nous cherchons de l'ADN, des protéines, des membranes lipidiques. Mais la vie sur Europe pourrait utiliser des polymères informationnels complètement différents. Pas de l'ADN, mais quelque chose d'équivalent fonctionnellement. Pas des protéines, mais des catalyseurs moléculaires basés sur une chimie différente. Nous devons être prêts à reconnaître la vie, même quand elle ne ressemble pas à la vie terrestre. Cette possibilité soulève un défi technique énorme pour Europa Clipper et les missions futures. Comment détecter la vie si nous ne savons pas à quoi elle ressemble ? La stratégie actuelle repose sur la recherche de biosignatures universelles, des déséquilibres chimiques qui ne peuvent s'expliquer que par des processus biologiques. Sur Terre, par exemple, l'atmosphère contient 21% d'oxygène. C'est un déséquilibre massif. L'oxygène est un gaz réactif qui devrait rapidement se combiner avec d'autres éléments. Le fait qu'il persiste en grande quantité prouve qu'un processus le régénère constamment. La photosynthèse, c'est une biosignature. Dans l'océan d'Europe, nous chercherions des déséquilibres similaires, des concentrations de méthane trop élevées pour être expliquées par des processus géologiques seuls, des ratios isotopiques du carbone qui suggèrent un fractionnement biologique, des molécules organiques complexes avec une homochéralité, cette préférence pour les formes gauche ou droite qui caractérise les systèmes vivants. Mais voici le piège. Nous pourrions trouver ces signatures et ne pas être certains. La vie est rusée. Elle imite parfois les processus non biologiques. Et les processus non biologiques peuvent parfois imiter la vie. C'est exactement ce qui s'est passé avec la météorite martienne ALH 84001. En 1996, une équipe dirigée par David McKay, sans lien de parenté avec Chris McKay, a annoncé avoir trouvé des preuves de vie fossile dans cette roche martienne. Des structures microscopiques ressemblant à des bactéries. Des minéraux qui, sur Terre, sont produits par des bactéries. Des molécules organiques complexes. La nouvelle a fait la une des journaux mondiaux. Le président Bill Clinton a fait une déclaration depuis la pelouse de la Maison-Blanche. Puis, au fil des années, d'autres scientifiques ont proposé des explications non biologiques pour chaque observation. Le débat continue encore aujourd'hui, presque 30 ans plus tard. Une seule météorite, et nous ne pouvons toujours pas nous mettre d'accord. Imaginez maintenant ce débat amplifié pour Europe. Europa Clipper détecte des molécules organiques dans un panache, des acides aminés. Certains scientifiques crient à la découverte du siècle. D'autres exigent plus de preuves. Les médias s'emballent. Les réseaux sociaux explosent. Mais la vérité reste insaisissable. Parce que pour vraiment confirmer la vie, nous aurions besoin de plus qu'une analyse chimique à distance. Nous aurions besoin d'un échantillon. Nous aurions besoin de voir les organismes eux-mêmes, de séquencer leur génome s'ils en ont un, de comprendre leur métabolisme. C'est pourquoi les scientifiques planifient déjà la mission suivante. Pas seulement un survol, un atterrisseur. Le concept s'appelle Europa Lander, et il est en développement conceptuel au JPL depuis 2012. L'idée ? Poser un laboratoire robotique à la surface d'Europe, dans une région où la glace est mince et fracturée, idéalement près d'un site de geyser actif. Le lander creuserait dans la glace, peut-être seulement quelques mètres, et analyserait les échantillons avec une batterie d'instruments. Microscope capable de voir des structures cellulaires, spectromètre de masse pour identifier les molécules, séquenceur génétique pour chercher de l'ADN ou ses équivalents. Mais voici le défi technique qui donne des cauchemars aux ingénieurs. Europe baigne dans les ceintures de radiation intense de Jupiter. Le champ magnétique de Jupiter piège des particules chargées, créant des zones de radiation 1000 fois plus intenses que celles autour de la Terre. Un être humain non protégé à la surface d'Europe recevrait une dose létale de radiation en moins d'un jour. Même les composants électroniques durcis contre les radiations ont du mal à survivre. Europa Clipper résout ce problème en ne restant pas près d'Europe. Il orbite Jupiter sur une trajectoire elliptique, ne s'approchant d'Europe que brièvement lors de chaque survol,
puis s'éloignant vers des régions moins irradiées. Un lander n'a pas ce luxe. Il doit rester à la surface, exposé au bombardement constant de particules énergétiques. Les ingénieurs envisagent un blindage massif, des composants électroniques redondants, une mission de courte durée, peut-être seulement 20 jours avant que les radiations ne détruisent les systèmes. 20 jours pour faire toute la science. 20 jours pour répondre à la question la plus profonde que l'humanité se soit jamais posée. C'est faisable, mais extraordinairement difficile. Et coûteux. Les estimations actuelles placent le coût d'Europa Lander à environ 2 milliards de dollars, pour une mission qui pourrait échouer de dizaines de façons différentes. Mais supposons que nous réussissions. Supposons qu'Europa Lander se pose en 2038, creuse dans la glace et trouve quelque chose. Pas des molécules organiques ambiguës, quelque chose d'indéniable, des cellules. Des structures qui se divisent, qui métabolisent, qui répondent à leur environnement. La vie. Confirmé. Que se passe-t-il ensuite ? D'abord, la science. Chaque biologiste, chaque biochimiste, chaque généticien sur Terre voudra étudier ces organismes. Nous aurions enfin un second exemple de vie, un point de comparaison pour comprendre ce qui est universel et ce qui est contingent dans la biologie. Est-ce que toute vie utilise des polymères informationnels comme l'ADN ? Est-ce que toute vie utilise des protéines comme catalyseurs ? Est-ce que toute vie utilise des membranes lipidiques pour se séparer de son environnement ? Ou est-ce que la vie européenne a trouvé des solutions complètement différentes à ces problèmes fondamentaux ? Si la vie européenne utilise de l'ADN, nous pourrions séquencer son génome et le comparer au génome terrestre. Nous pourrions construire un arbre phylogénétique universel, montrant comment la vie terrestre et la vie européenne sont liées, si elles le sont. Si elles partagent un ancêtre commun, la panspermie devient presque certaine. Si elles ne partagent aucune similitude génétique, nous aurions la preuve d'une seconde genèse. 2 origines indépendantes de la vie dans un seul système solaire. Les implications seraient stupéfiantes. Mais au-delà de la science pure, il y aurait des implications philosophiques et culturelles profondes. Pendant toute l'histoire humaine, nous avons construit nos systèmes de croyances sur l'hypothèse que nous sommes spéciaux, uniques, le sommet de la création, que cette création soit divine ou naturelle. La découverte de vie sur Europe ne nous détrônerait pas complètement, nous serions probablement encore les seuls êtres technologiques du système solaire, mais elle briserait notre monopole sur la vie elle-même. Nous deviendrions une biosphère parmi au moins 2, peut-être plus. Certains y verraient une diminution de l'importance humaine. Si la vie émerge facilement, si elle existe sur plusieurs mondes dans notre propre système solaire, alors nous ne sommes pas le centre de l'univers. Nous sommes juste un exemple parmi d'innombrables autres. D'autres y verraient une élévation. Si la vie est commune, alors l'univers n'est pas un désert stérile. C'est un jardin cosmique. Et nous faisons partie d'une communauté biotique qui s'étend à travers les étoiles. Les 2 perspectives sont valides. Les 2 changeraient notre façon de nous voir. Et puis, il y a la question pratique. Que faisons-nous avec cette découverte ? Laissons-nous la vie européenne tranquille, la préservant comme une réserve naturelle cosmique ? Ou l'étudions-nous activement, peut-être même en ramenant des échantillons sur Terre ? Cette question n'est pas hypothétique. Elle est au cœur des débats actuels sur la protection planétaire. La protection planétaire est un ensemble de règles internationales conçues pour prévenir la contamination biologique des autres mondes. Nous ne voulons pas contaminer Europe avec des microbes terrestres qui pourraient détruire un écosystème indigène. Et nous ne voulons pas ramener des microbes européens sur Terre qui pourraient être dangereux pour notre biosphère. Ces préoccupations ne sont pas paranoïaques, elles sont basées sur l'histoire terrestre. Quand les Européens ont colonisé les Amériques, ils ont apporté avec eux des maladies contre lesquelles les populations indigènes n'avaient aucune immunité. La variole, la rougeole, la grippe ont tué des dizaines de millions de personnes. Ce n'était pas intentionnel, mais c'était dévastateur. Maintenant, imaginez un scénario similaire à l'échelle planétaire. Un microbe européen, adapté à un environnement complètement différent, introduit dans la biosphère terrestre. Nous n'avons aucune idée de ce qui pourrait se passer. Il pourrait être complètement inoffensif, incapable de survivre dans nos conditions, ou il pourrait trouver une niche écologique et se propager de manière incontrôlable. C'est pourquoi toute mission de retour d'échantillons depuis Europe
nécessiterait des protocoles de confinement extraordinaires. Les échantillons seraient placés dans des conteneurs scellés multiples. Ils seraient ramenés sur Terre et immédiatement transférés dans une installation de confinement biologique de niveau 4, le niveau le plus élevé, utilisé pour les pathogènes les plus dangereux, comme Ebola. Les scientifiques les étudieraient à travers des gants dans des boîtes scellées, respirant de l'air filtré, prenant toutes les précautions imaginables. Mais même avec toutes ces précautions, le risque ne serait jamais zéro. Certains scientifiques, dont le célèbre astrophysicien Martin Rees, ont suggéré que nous ne devrions jamais ramener d'échantillons biologiques d'autres mondes sur Terre. Au lieu de cela, nous devrions construire un laboratoire en orbite, peut-être sur la Lune, où les échantillons pourraient être étudiés en quarantaine totale. Si quelque chose tournait mal, si un confinement était rompu, les organismes seraient exposés au vide spatial ou à l'environnement lunaire stérile, pas à la biosphère terrestre. Cette approche est prudente, mais elle ralentirait considérablement la recherche. Les laboratoires orbitaux sont coûteux et limités. Les scientifiques ne pourraient pas accéder physiquement aux échantillons. Toute la recherche devrait être effectuée par des robots télécommandés. C'est faisable, mais loin d'être idéal. Le débat sur la meilleure approche continuera probablement pendant des décennies. Maintenant, élargissons notre perspective. Europe n'est pas le seul monde océanique du système solaire. Encelade, une petite lune de Saturne d'à peine 500 km de diamètre, possède également un océan sous-glaciaire. Et nous en savons beaucoup sur cet océan, grâce à la mission Cassini, qui a orbité Saturne de 2004 à 2017. En 2005, Cassini a découvert des geysers spectaculaires au pôle sud d'Encelade. Pas des détections indirectes comme celles d'Europe, mais des panaches visibles, photographiés, s'élevant à des centaines de kilomètres dans l'espace. Ces geysers sont constants, alimentés par des fissures dans la glace que les scientifiques ont surnommées les rayures de tigre. Et Cassini a fait quelque chose qu'Europa Clipper n'a pas encore pu faire. Elle a volé directement à travers ces panaches, à plusieurs reprises, analysant leur composition avec ses instruments. Les résultats ont été stupéfiants. De l'eau, évidemment, mais aussi du sel, prouvant que l'eau vient d'un océan liquide en contact avec un noyau rocheux. Des molécules organiques complexes, y compris des composés aromatiques et des chaînes carbonées. Du méthane en concentration qui suggère une production active. Et, lors d'un survol en 2015, Cassini a détecté de l'hydrogène moléculaire. Beaucoup d'hydrogène. Cette dernière découverte a électrisé la communauté astrobiologique. Sur Terre, certains des microbes les plus primitifs, les méthanogènes, produisent du méthane en combinant de l'hydrogène et du dioxyde de carbone. C'est une forme de métabolisme très ancienne, peut-être l'une des premières à avoir évolué sur notre planète. La présence d'hydrogène dans les panaches d'Encelade suggère qu'un processus similaire pourrait se produire dans son océan. Des sources hydrothermales au fond de l'océan d'Encelade pourraient produire de l'hydrogène par des réactions entre l'eau et la roche. Des méthanogènes, ou leurs équivalents, pourraient utiliser cet hydrogène comme source d'énergie. Hunter Waite, qui dirigeait l'équipe du spectromètre de masse de Cassini, a décrit la découverte de l'hydrogène comme un buffet gratuit pour les microbes. Tout ce dont vous avez besoin pour la vie chimiosynthétique est là. Eau liquide, énergie chimique sous forme d'hydrogène, carbone organique, sels minéraux. Si la vie n'existe pas dans l'océan d'Encelade, ce n'est pas parce que les ingrédients manquent. Ce serait parce que l'émergence de la vie est plus difficile que nous le pensons. Mais Encelade présente un avantage énorme par rapport à Europe. Accessibilité. Les panaches d'Encelade sont constants et prévisibles. Une mission pourrait voler à travers eux à plusieurs reprises, collectant des échantillons sans jamais avoir à atterrir ou à forer. En fait, plusieurs concepts de mission ont été proposés pour faire exactement cela. L'un d'eux, appelé Enceladus Life Finder, utiliserait un spectromètre de masse avancée capable de détecter des acides aminés individuels et de déterminer leur chiralité. Si les acides aminés dans les panaches montrent une préférence pour les formes gauche ou droite, ce serait une biosignature forte. Une autre mission proposée, Enceladus Life Signatures and Habitability, irait plus loin. Elle collecterait des particules de glace des panaches et les analyserait avec un microscope à force atomique,
capable de voir des structures à l'échelle nanométrique. Si des cellules ou des virus existent dans l'océan d'Encelade, ils seraient éjectés avec l'eau des geysers. Nous pourrions littéralement les photographier. Ces missions ne sont pas encore financées, mais elles sont techniquement réalisables avec la technologie actuelle. Le principal obstacle est le coût et la concurrence avec d'autres priorités scientifiques. Mais l'intérêt est là. Encelade est devenue une cible prioritaire dans la recherche de vie extraterrestre, au même niveau qu'Europe et Mars. Et puis il y a Titan. La plus grande lune de Saturne, plus grande que la planète Mercure, Titan est un monde d'une étrangeté fascinante. C'est le seul corps du système solaire, à part la Terre, avec des liquides stables à sa surface. Pas de l'eau, il fait trop froid, moins 179 degrés Celsius. Mais du méthane et de l'éthane liquide. Titan possède des lacs, des rivières, des mers d'hydrocarbures. Des puits de méthane tombent de nuages oranges. Des dunes de matière organique s'étendent sur des milliers de kilomètres. Cassini a cartographié Titan en détail, et la sonde Huygens, construite par l'Agence spatiale européenne, a atterri à sa surface en 2005, la première et seule fois qu'un engin humain s'est posé dans le système solaire externe. Les images renvoyées par Huygens montrent un paysage extraterrestre. Des galets arrondis de glace d'eau, durs comme de la roche à ces températures, un sol sombre de matière organique, une brume orange dans le ciel. Titan possède également, selon les données gravimétriques de Cassini, un océan d'eau liquide sous sa croûte de glace, à environ 100 km de profondeur. Cet océan est probablement salé, peut-être avec de l'ammoniac dissous qui abaisse le point de congélation. Donc Titan a deux environnements potentiellement habitables, les mers de méthane à la surface et l'océan d'eau en profondeur. Deux biochimies complètement différentes pourraient théoriquement exister. La vie dans les mers de méthane serait radicalement différente de tout ce que nous connaissons. Elle ne pourrait pas utiliser l'eau comme solvant, elle devrait utiliser le méthane liquide, qui a des propriétés chimiques très différentes. Les membranes cellulaires ne pourraient pas être faites de lipides, qui se dissolvent dans le méthane. Elles devraient être faites de quelque chose d'autre, peut-être des composés azotés. Le métabolisme serait inversé. Au lieu d'oxyder des molécules organiques avec de l'oxygène, les organismes pourraient réduire des molécules avec de l'hydrogène. Cette idée n'est pas de la pure spéculation. En 2015, une équipe de chercheurs de l'université Cornell, dirigée par Paulette Clancy, a utilisé des simulations informatiques pour concevoir des membranes cellulaires qui pourraient fonctionner dans le méthane liquide. Ils les ont appelées azotosomes, des vésicules faites de composés azotés qui restent stables et flexibles à moins 179 degrés Celsius. C'est de la chimie théorique, mais elle est basée sur des principes solides. La vie dans le méthane est possible, au moins en théorie. La NASA prend Titan suffisamment au sérieux pour y envoyer une mission majeure. Dragonfly, un drone à 8 rotors, sera lancé en 2028 et arrivera à Titan en 2034. Il volera d'un site à l'autre, analysant la chimie organique, cherchant des biosignatures, explorant ce monde étrange. Dragonfly ne cherchera pas de vie dans l'océan souterrain, c'est trop profond. Mais il cherchera des signes de vie dans les lacs de méthane et dans le sol organique. Imaginez ce que Dragonfly pourrait trouver. Des molécules organiques complexes, certainement. Titan est une usine de chimie organique, alimentée par la lumière ultraviolette du Soleil et les particules énergétiques de la magnétosphère de Saturne. Mais peut-être quelque chose de plus. Des structures qui suggèrent une organisation, une complexité qui ne peut pas s'expliquer par la chimie seule. Des cycles métaboliques, des réplicateurs. La vie, mais pas comme nous la connaissons. Si nous trouvons la vie sur Titan, sur Europe et sur Encelade, 3 formes de vie dans un seul système solaire, alors l'équation de Drake, cette formule qui estime le nombre de civilisations communicantes dans la galaxie, devra être radicalement révisée. L'un des termes de l'équation est la fraction de planètes habitables où la vie émerge réellement. Nous n'avons jamais su quelle valeur donner à ce terme. Est-ce 1 sur 1 million, 1 sur 1000, 1 sur 10 ? Si nous trouvons la vie sur plusieurs mondes de notre système solaire, ce terme pourrait être proche de 1. La vie émerge presque partout où les conditions le permettent. Et si c'est vrai, alors la galaxie de la Voie lactée,
avec ses 200 à 400 milliards d'étoiles, pourrait contenir des milliards de mondes vivants. La plupart seraient microbiens, certainement. L'évolution de la vie complexe, multicellulaire, intelligente, est probablement beaucoup plus rare. Mais même si seulement une planète sur 1 million développe une vie complexe, cela ferait encore des centaines de milliers de biosphères complexes dans notre galaxie seule. Et il y a 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Ces chiffres sont vertigineux. Ils suggèrent un univers grouillant de vie, un cosmos où la biologie est aussi fondamentale que la physique et la chimie. Nous ne serions pas seuls. Nous n'aurions jamais été seuls. Nous aurions simplement été isolés, séparés de nos voisins cosmiques par les distances immenses de l'espace interstellaire. Mais revenons à notre système solaire, à nos voisins immédiats. Parce qu'avant de chercher la vie à des années-lumière de distance, nous devons d'abord explorer notre propre arrière-cour. Et cette exploration est déjà en cours. Europa Clipper est en route, Dragonfly sera lancé dans quelques années. D'autres missions sont en planification. Dans les décennies à venir, nous aurons des réponses. Pas des spéculations, pas des hypothèses, mais des données réelles. Et ces données changeront tout. Elles changeront notre compréhension de la vie, de l'univers et de notre place dans celui-ci. Elles changeront nos priorités en tant qu'espèce. Parce que si nous découvrons que nous partageons notre système solaire avec d'autres formes de vie, même microbiennes, alors nous avons une responsabilité. Une responsabilité de protéger ces biosphères, de les étudier avec respect, de ne pas répéter les erreurs de notre propre histoire où nous avons détruit des écosystèmes par ignorance ou négligence. La découverte de vie sur Europe, ou Encelade, ou Titan, ne serait pas la fin de l'histoire. Ce serait le début. Le début d'une nouvelle ère de biologie comparative, où nous pourrions enfin répondre aux questions fondamentales. Qu'est-ce que la vie ? Comment émerge-t-elle ? Quelle forme peut-elle prendre ? Et sommes-nous seuls ? Ces questions nous ont hantés depuis que nous avons levé les yeux vers les étoiles. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avons les outils pour y répondre. Les télescopes, les sondes spatiales, les instruments scientifiques. Et les cibles, des mondes océaniques dans notre propre système solaire, à portée de nos technologies actuelles. Pas dans des siècles, pas dans des millénaires, dans les prochaines décennies. L'océan d'Europe attend. Sous 15 km de glace, dans l'obscurité totale, peut-être habité par des formes de vie qui n'ont jamais vu le soleil. Encelade crache son océan dans l'espace, nous offrant des échantillons gratuits si nous avons le courage de les analyser. Titan nous défie avec ses lacs de méthane et sa chimie organique complexe. Ces mondes ne sont pas des abstractions, ils sont réels, ils existent en ce moment même, et nous sommes sur le point de les explorer. Mais voici ce que personne ne vous dit vraiment sur la recherche de vie extraterrestre. Le plus grand défi n'est pas technique. Ce n'est pas de construire des sondes capables de survivre aux radiations de Jupiter ou de forer la glace d'Europe. Le plus grand défi est conceptuel. C'est de reconnaître la vie quand elle ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Et ce défi commence par une question que nous avons évitée pendant trop longtemps. Qu'est-ce que la vie exactement ? Posez cette question à 10 biologistes, vous obtiendrez 12 réponses différentes. Certains diront que la vie est tout système capable de reproduction, de métabolisme et d'évolution. D'autres ajouteront la compartimentation, la capacité de maintenir une frontière entre soi et l'environnement. D'autres encore insisteront sur la réponse aux stimuli, l'homéostasie, la croissance. Mais chacune de ces définitions pose problème quand on la pousse dans ses retranchements. Prenez les virus. Sont-ils vivants ? Ils se reproduisent, certes, mais seulement en détournant la machinerie cellulaire d'un hôte. Ils évoluent, rapidement même. Mais ils n'ont pas de métabolisme propre. Ils ne peuvent pas maintenir leur structure sans un hôte. La plupart des biologistes les classent comme non-vivants, mais cette classification est inconfortable. Les virus géants, découverts ces dernières décennies, possèdent des génomes plus grands que certaines bactéries. Ils codent pour des protéines que même leurs hôtes n'ont pas. Où tracer la ligne ? Où considérer les prions ? Ces protéines mal repliées,
qui causent des maladies comme la maladie de la vache folle. Ils se répliquent en forçant d'autres protéines à adopter leur forme anormale. C'est une forme de reproduction, d'information transmise. Mais personne ne considère les prions comme vivants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop simples ? Parce qu'ils ne font que détruire ? Mais alors, qu'en est-il des virus qui détruisent leurs hôtes ? Carol Cleland, philosophe des sciences à l'Université du Colorado, a passé des décennies à étudier ce problème. Sa conclusion est troublante. Nous ne pouvons pas définir la vie de manière satisfaisante parce que nous n'avons qu'un seul exemple. Toute vie sur Terre descend d'un ancêtre commun unique. Nous sommes tous faits des mêmes briques. ADN, ARN, protéines, membranes lipidiques. Nous utilisons tous le même code génétique, avec de minuscules variations. Nous sommes tous de l'eau salée, enfermée dans des sacs de graisse. Essayer de définir la vie à partir d'un seul exemple, c'est comme essayer de définir ce qu'est un véhicule en n'ayant jamais vu qu'une bicyclette. Vous pourriez conclure que tous les véhicules ont 2 roues et nécessitent un pédalage humain. Puis vous découvrez une voiture et votre définition s'effondre. C'est exactement ce qui pourrait nous arriver sur Europe. Nous pourrions trouver quelque chose qui défie toutes nos définitions. Quelque chose qui se reproduit, mais pas par division cellulaire. Quelque chose qui métabolise, mais sans enzymes protéiques. Quelque chose qui évolue, mais sans ADN. Serions-nous capables de le reconnaître comme vivant ? Ou le classerions-nous comme un phénomène chimique complexe, mais non biologique ? Cette question n'est pas académique. Elle a des implications pratiques immédiates pour la conception des instruments d'Europa Clipper et des missions futures. Si nous cherchons uniquement de l'ADN, des protéines, des lipides, nous pourrions passer à côté d'une forme de vie qui utilise une biochimie différente. C'est pourquoi les scientifiques développent maintenant des détecteurs de biosignature agnostiques, des instruments qui cherchent des propriétés générales de la vie plutôt que des molécules spécifiques. L'une de ces propriétés est la complexité organisée. Sur Terre, même les molécules organiques les plus complexes produites par des processus non biologiques, comme celles trouvées dans les météorites, montrent une distribution aléatoire. Vous trouvez des centaines de composés différents en petites quantités. Mais les molécules biologiques montrent une sélection. Les organismes terrestres utilisent 20 acides aminés spécifiques parmi des centaines possibles. Ils utilisent 5 bases nucléotidiques, pas 50. Cette sélection, cette simplification paradoxale au milieu de la complexité, est une signature de la vie. Une autre propriété est le déséquilibre thermodynamique. La vie lutte constamment contre l'entropie. Elle crée de l'ordre à partir du désordre, des structures complexes à partir de composants simples. Elle maintient des concentrations chimiques qui ne devraient pas exister à l'équilibre. Un océan mort, même avec de la chimie organique complexe, tendrait vers l'équilibre. Un océan vivant montrerait des déséquilibres persistants, des gradients maintenus activement, des cycles qui se répètent. Sarah Stewart Johnson, géobiologiste à l'université de Georgetown, a développé un concept qu'elle appelle la détection de vie par l'analyse des réseaux métaboliques. L'idée est simple mais puissante. La vie crée des réseaux de réactions chimiques interconnectés. Ces réseaux ont des propriétés mathématiques spécifiques. Ils montrent de la robustesse, la capacité de maintenir leur fonction même quand des composants individuels échouent. Ils montrent de la modularité, des sous-systèmes qui peuvent évoluer indépendamment. Ils montrent de l'évolvabilité, la capacité de générer de nouvelles fonctions par recombinaison de modules existants. Ces propriétés peuvent être détectées même sans connaître les molécules spécifiques impliquées. Vous analysez les ratios de différents composés chimiques dans de nombreux échantillons, vous cherchez des corrélations, des patterns qui suggèrent que ces composés sont produits et consommés de manière coordonnée. Si vous trouvez ces patterns, vous avez trouvé quelque chose qui ressemble à un métabolisme, même si ce métabolisme utilise une chimie que vous n'avez jamais vue. Mais voici où cela devient vraiment complexe. Et si la vie sur Europe n'est pas seulement biochimiquement différente, mais fondamentalement différente dans son organisation. Sur Terre, la vie est cellulaire. Chaque organisme, de la bactérie à la baleine bleue,
est fait de cellules, des unités discrètes enfermées dans des membranes. Mais est-ce universel? Ou est-ce simplement la solution que la vie terrestre a trouvée? Imaginez une forme de vie non cellulaire, un réseau de réactions chimiques autocatalytiques qui s'étend à travers l'océan d'Europe comme un mycélium géant. Pas d'individus distincts, pas de frontières claires, juste un système métabolique distribué qui maintient sa cohérence par des boucles de rétroaction chimique. Ce système pourrait se reproduire en se fragmentant, chaque fragment capable de régénérer le réseau complet. Il pourrait évoluer par variation dans les concentrations relatives de ses composants catalytiques. Il serait vivant selon presque toutes les définitions fonctionnelles. Mais il ne ressemblerait à rien de ce que nous connaissons. Ou considérer une possibilité encore plus étrange, proposée par le physicien Freeman Dyson dans les années 80. Et si la vie avait émergé 2 fois sur Terre, de manière indépendante, puis fusionnée? Dyson suggère que le métabolisme et la réplication pourraient avoir évolué séparément. D'abord, des systèmes métaboliques capables de capturer l'énergie et de construire des molécules complexes, mais incapables de se reproduire fidèlement. Ensuite, des systèmes de réplication, comme l'ARN, capables de copier l'information, mais sans métabolisme propre. Puis, à un moment donné, ces 2 systèmes ont fusionné, créant la vie cellulaire telle que nous la connaissons. Si c'est ainsi que la vie a émergé sur Terre, alors sur Europe, nous pourrions trouver l'un de ces systèmes sans l'autre. Un océan rempli de chimie métabolique complexe, mais sans réplication fidèle. Ou des réplicateurs moléculaires sans métabolisme sophistiqué. Serait-il vivant? Serait-il de la protovie? Où tracer la ligne? Ces questions philosophiques ont des conséquences pratiques immédiates pour la protection planétaire. Si nous ne pouvons pas définir clairement ce qu'est la vie, comment pouvons-nous protéger la vie européenne de la contamination terrestre? Les protocoles actuels de protection planétaire sont basés sur la prévention du transfert de cellules viables. Les sondes sont stérilisées par chauffage, radiation, nettoyage chimique. Mais ces protocoles supposent que la vie est cellulaire. Si la vie européenne est non cellulaire, si elle est basée sur des réseaux chimiques distribués, alors nos protocoles pourraient être inadéquats. Pire encore, nous pourrions contaminer Europe sans même le réaliser. Les sondes spatiales transportent des molécules organiques terrestres, des acides aminés, des bases nucléotidiques, même après stérilisation. Ces molécules ne sont pas vivantes, mais elles pourraient interférer avec la chimie prébiotique ou biotique d'Europe. Elles pourraient fausser nos détections, nous faisant croire que nous avons trouvé de la vie européenne, alors que nous détectons simplement nos propres contaminants. Ou, plus subtilement, elles pourraient altérer l'évolution de la vie européenne, introduisant de nouvelles voies métaboliques, de nouveaux composés, changeant le cours de l'évolution sur un autre monde. John Rummel, ancien responsable de la protection planétaire à la NASA, a passé sa carrière à lutter avec ces questions. Quote 7, explique-t-il, quote 8, ce pari devient encore plus complexe quand on considère la possibilité de la panspermie. Si la vie terrestre et la vie européenne partagent une origine commune, alors la contamination a déjà eu lieu, il y a des milliards d'années. Dans ce scénario, introduire des microbes terrestres sur Europe ne serait pas une contamination au sens strict. Ce serait une réintroduction, un retour à la maison après un long voyage. Mais nous ne saurons pas si la panspermie s'est produite avant d'avoir analysé la vie européenne en détail. Donc, nous devons agir comme si elle était complètement indépendante, par précaution. Cette incertitude crée un dilemme éthique profond. D'un côté, nous avons une responsabilité de protéger les écosystèmes extraterrestres, de ne pas répéter les erreurs coloniales de notre histoire terrestre, où nous avons détruit des cultures et des écosystèmes par ignorance. D'un autre côté, nous avons une responsabilité envers la connaissance, envers la compréhension. L'exploration comporte toujours des risques. Si nous attendons d'avoir une certitude absolue avant d'explorer, nous n'explorerons jamais. Comment résoudre ce dilemme? Certains scientifiques, comme le biologiste évolutionniste Richard Dawkins, argumentent que la connaissance doit primer. Nous ne pouvons pas laisser la peur de la contamination nous paralyser, dit-il. Oui, nous devons être prudents. Oui, nous devons minimiser les risques.
mais nous devons aussi reconnaître que l'exploration comporte intrinsèquement des risques. Si nous découvrons que nous avons contaminé Europe, ce sera regrettable, mais ce ne sera pas une catastrophe cosmique. L'univers est vaste. Il y a d'innombrables autres mondes à explorer. D'autres, comme le philosophe environnemental Holmes Rolston, prennent une position plus conservatrice. Quote 11, argumente-t-il, quote 12, ces deux positions sont défendables. Elles reflètent des valeurs différentes, des priorités différentes. Et il n'y a pas de réponse objective, pas d'expérience que nous puissions faire pour déterminer qui a raison. C'est une question de choix collectif, de décision que nous devons prendre en tant qu'espèce. Et nous devons la prendre bientôt, parce qu'Europa Clipper est déjà en route, et les missions suivantes sont en planification. Maintenant, déplaçons notre attention vers un aspect de cette exploration que peu de gens considèrent, le temps. Pas le temps qu'il faudra pour atteindre Europe, nous avons déjà discuté de cela, mais le temps évolutif, le temps profond, les échelles temporelles sur lesquelles la vie émerge et évolue. Parce que si nous trouvons la vie sur Europe, une des premières questions sera « Depuis combien de temps existe-t-elle » Sur Terre, la vie est apparue remarquablement vite. Les plus anciennes roches sédimentaires, datant de 3,8 milliards d'années, contiennent déjà des signatures chimiques de vie. La Terre elle-même s'est formée il y a 4,540 milliards d'années. Donc la vie a émergé en moins de 750 millions d'années, peut-être beaucoup moins, dès que les océans se sont formés et que le bombardement météoritique intense s'est calmé, la vie est apparue. C'est rapide, très rapide à l'échelle géologique. Mais voici ce qui est fascinant. Pendant les 3 milliards d'années suivantes, la vie est restée microbienne. Des bactéries, des archées, peut-être des eucaryotes unicellulaires simples. Pas de plantes, pas d'animaux, pas de champignons. Juste des microbes. Ce n'est qu'il y a environ 600 millions d'années que la vie multicellulaire complexe a explosé sur la scène, dans ce que nous appelons l'explosion cambrienne. Pourquoi ce délai énorme ? Pourquoi la vie est-elle restée simple pendant si longtemps ? La réponse implique probablement l'oxygène. Les premiers organismes terrestres étaient anaérobies, ils ne nécessitaient pas d'oxygène. Certains étaient même tués par l'oxygène. Mais il y a environ 2,4 milliards d'années, des cyanobactéries ont évolué la photosynthèse oxygénique, produisant de l'oxygène comme déchet. Cet oxygène s'est d'abord combiné avec le fer dissous dans les océans, créant d'énormes dépôts de fer oxydé que nous exploitons aujourd'hui. Puis, une fois tout le fer oxydé, l'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. C'était toxique pour la plupart des organismes existants. Une extinction massive s'est produite. Mais les survivants ont évolué des moyens d'utiliser l'oxygène, et cet oxygène a permis des métabolismes beaucoup plus énergétiques. La respiration aérobie produit environ 15 fois plus d'énergie que la fermentation. Cette énergie supplémentaire a permis l'évolution de cellules plus grandes, plus complexes, et finalement d'organismes multicellulaires. Sur Europe, il n'y a pas de photosynthèse, pas de lumière solaire pour alimenter la production d'oxygène. Donc si la vie existe là-bas, elle est probablement restée microbienne et anaérobie. Elle pourrait exister depuis des milliards d'années sans jamais évoluer vers la complexité multicellulaire. Ce serait une biosphère figée dans le temps, un aperçu de ce à quoi ressemblait la Terre il y a 3 milliards d'années. Mais attendez, cette hypothèse suppose que la complexité nécessite de l'oxygène. Est-ce vrai ? Sur Terre, oui. Mais est-ce universel ? Peut-être que la vie européenne a trouvé d'autres voies vers la complexité. Peut-être qu'elle utilise des oxydants différents, comme le sulfate ou le nitrate, qui fournissent moins d'énergie que l'oxygène, mais plus que la fermentation. Peut-être qu'elle a évolué des structures multicellulaires pour d'autres raisons, comme la défense contre les prédateurs ou l'exploitation de gradients chimiques. Ou peut-être que la complexité n'est pas nécessaire. Sur Terre, nous avons un biais évident. Nous sommes complexes, donc nous valorisons la complexité. Nous voyons l'évolution comme une progression de simple à complexe, culminant avec nous. Mais c'est une illusion. L'évolution n'a pas de direction, pas de but.
Elle optimise simplement la survie et la reproduction dans des environnements spécifiques. Sur Terre, la complexité a été favorisée dans certaines niches, mais les microbes dominent toujours. Il y a plus de biomasse bactérienne que de biomasse animale. Les bactéries occupent plus d'habitats, survivent dans plus de conditions extrêmes, ont existé plus longtemps. Par presque toutes les mesures, les bactéries sont plus réussies que nous. Sur Europe, dans un environnement stable, sombre, sans prédateurs macroscopiques, sans variations saisonnières, la simplicité pourrait être optimale. Une biosphère microbienne pourrait être parfaitement adaptée, n'ayant aucune pression évolutive vers la complexité. Et ce serait fascinant, parce que cela nous montrerait que la complexité n'est pas inévitable, qu'elle n'est pas le but de l'évolution, qu'elle est simplement une possibilité parmi d'autres. Mais voici une possibilité encore plus intrigante. Et si la vie sur Europe était plus ancienne que la vie sur Terre ? Europe s'est formée en même temps que Jupiter, il y a environ 4,6 milliards d'années. Son océan pourrait avoir existé presque aussi longtemps, maintenu liquide par les forces de marée dès le début. La Terre, en revanche, a subi un bombardement météoritique intense pendant ses premiers 500 millions d'années, incluant l'impact géant qui a formé la Lune. Cet impact a probablement vaporisé les océans terrestres, stérilisant la planète. La vie a dû recommencer après. Europe n'a pas subi de tels cataclysmes. Protégée par la gravité massive de Jupiter, qui dévie la plupart des astéroïdes et comètes, Europe a pu maintenir un environnement stable pendant des milliards d'années. Si la vie émerge rapidement dès que les conditions le permettent, alors la vie européenne pourrait avoir 1 milliard d'années d'avance sur la vie terrestre. 1 milliard d'années d'évolution supplémentaire. Qu'est-ce que cela pourrait produire ? Sur Terre, 1 milliard d'années d'évolution a transformé des cellules prokaryotes simples en cellules eucaryotes complexes, avec des organelles, des noyaux, des mitochondries. Un autre milliard d'années a produit des organismes multicellulaires. Encore 500 millions d'années ont produit des animaux, avec des cerveaux, des yeux, des systèmes nerveux complexes. Si la vie européenne a eu 1 milliard d'années supplémentaires, même sans oxygène, même dans l'obscurité, elle pourrait avoir évolué des formes de complexité que nous ne pouvons pas imaginer. Bien sûr, cela suppose que l'évolution sur Europe a progressé au même rythme que sur Terre. Mais pourquoi le ferait-elle ? Le rythme de l'évolution dépend de nombreux facteurs. Le taux de mutation, la taille de la population, la force de la sélection naturelle, la disponibilité de niches écologiques. Dans l'environnement stable d'Europe, avec peu de variations, la sélection naturelle pourrait être faible. L'évolution pourrait être lente. Ou, au contraire, dans un environnement avec de nombreuses niches chimiques différentes autour des sources hydrothermales, l'évolution pourrait être rapide, produisant une diversité énorme. Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas savoir avant d'y aller et de regarder. Et c'est précisément pourquoi nous devons y aller. Parce que chaque hypothèse, chaque modèle, chaque théorie que nous avons sur la vie, l'évolution, la biochimie, est basée sur un seul exemple, la Terre, un seul point de données. Vous ne pouvez pas tracer une courbe avec un seul point. Vous ne pouvez pas distinguer le général du particulier. Europe nous donnerait un second point. Et avec 2 points, vous pouvez commencer à tracer une ligne. Avec 2 exemples de vie, vous pouvez commencer à comprendre ce qui est universel et ce qui est contingent. Maintenant, considérons un autre aspect du temps. Le temps qu'il nous faudra pour vraiment comprendre la vie européenne, si nous la trouvons. La découverte ne sera pas instantanée. Ce ne sera pas un moment eureka où nous regardons des données et disons « quote 13 ». Ce sera un processus graduel, s'étendant sur des années, peut-être des décennies. D'abord, Europa Clipper détectera quelque chose d'intéressant. Des molécules organiques complexes dans un panache, peut-être. Ou des anomalies chimiques qui suggèrent un métabolisme. Les scientifiques publieront des articles. D'autres scientifiques contesteront les interprétations. Le débat fera rage. Certains diront que c'est de la vie. D'autres diront que c'est de la chimie abiotique complexe. Les médias amplifieront le débat, créant de la confusion. Puis, une mission de suivi sera proposée. Europa Lander, ou quelque chose de similaire. Elle sera conçue spécifiquement pour tester les hypothèses soulevées par Europa Clipper. Elle prendra des années à développer, des années à voyager.
Pendant ce temps, le débat continuera. De nouvelles données de Clipper arriveront, affinant notre compréhension, mais ne résolvant pas définitivement la question. Finalement, le lander arrivera. Il collectera des échantillons. Il les analysera avec des instruments plus sophistiqués que ceux de Clipper. Et peut-être, juste peut-être, il trouvera quelque chose d'indéniable. Des structures qui se divisent, des réactions métaboliques qui se répètent, des polymères informationnels qui se répliquent. La vie. Mais même alors, le débat ne sera pas terminé. Parce que nous voudrons savoir plus. Comment cette vie fonctionne-t-elle ? Comment a-t-elle évolué ? Est-elle liée à la vie terrestre ? Ces questions nécessiteront plus de missions, plus de données, plus d'analyses. Le processus de compréhension de la vie européenne pourrait prendre 1 siècle, peut-être plus. Et pendant tout ce temps, nous devrons résister à la tentation de conclusions hâtives. L'histoire de la science est remplie d'exemples de découvertes annoncées prématurément, puis rétractées. Les canaux de Mars, interprétés comme des preuves de civilisation, qui se sont révélés être des illusions d'optique. Les pulsars, d'abord pensés être des signaux de civilisation extraterrestre, qui se sont révélés être des étoiles à neutrons en rotation. La fusion froide, annoncée comme une révolution énergétique, qui s'est révélée être une erreur expérimentale. La découverte de vie extraterrestre sera la plus grande découverte de l'histoire humaine. Nous devons nous assurer de bien faire les choses. Nous devons être rigoureux, sceptiques, patients. Nous devons tester chaque hypothèse, considérer chaque explication alternative, répliquer chaque résultat. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide, mais ce sera nécessaire. Et voici ce qui rend tout cela encore plus complexe. Nous ne cherchons pas seulement sur Europe. Nous cherchons simultanément sur Mars, sur Encelade, sur Titan, peut-être bientôt sur Vénus. Chacun de ces mondes pourrait nous donner des réponses différentes. Mars pourrait nous montrer de la vie fossile, éteinte depuis des milliards d'années. Encelade pourrait nous montrer de la vie microbienne simple, similaire aux premiers organismes terrestres. Titan pourrait nous montrer une chimie prébiotique complexe, au bord de devenir vivante, mais pas encore franchissant ce seuil. Et Europe pourrait nous montrer quelque chose de complètement inattendu. Chacune de ces découvertes changerait notre compréhension. Mais ensemble, elles nous donneraient une image complète. Une compréhension de comment la vie émerge, dans quelles conditions, à quelle vitesse, avec quelle diversité. C'est cette image complète que nous cherchons. Pas juste une découverte isolée, mais une compréhension systématique de la vie dans l'univers. Et cette compréhension aura des implications pratiques énormes. Si nous comprenons comment la vie émerge, nous pourrions être capables de la créer en laboratoire. Pas de cloner des organismes existants, nous faisons déjà cela, mais de créer de la vie de novo à partir de composants chimiques non vivants. Ce serait une révolution en biotechnologie, en médecine, en ingénierie. Nous pourrions concevoir des organismes pour des tâches spécifiques, nettoyer la pollution, produire des médicaments, terraformer d'autres planètes. Mais cette capacité viendrait avec des responsabilités énormes. Créer la vie n'est pas comme construire une machine. La vie évolue, s'adapte, échappe au contrôle. Les organismes synthétiques que nous créons pourraient avoir des conséquences imprévues. Ils pourraient interagir avec les écosystèmes naturels de manière que nous n'avons pas anticipée. Ils pourraient évoluer dans des directions que nous n'avons pas prévues. Nous aurions besoin de cadres éthiques, de réglementation, de précautions. Ces mêmes préoccupations s'appliquent à notre exploration d'Europe et d'autres mondes. Chaque mission que nous envoyons est une intervention dans un système que nous ne comprenons pas complètement. Chaque échantillon que nous collectons pourrait perturber un écosystème. Chaque analyse que nous effectuons pourrait changer ce que nous essayons de mesurer. Nous devons procéder avec humilité, reconnaissant les limites de notre connaissance et les risques de nos actions. Mais nous devons aussi procéder, parce que l'alternative, l'ignorance, n'est pas acceptable. Nous sommes une espèce curieuse. C'est notre nature de poser des questions, de chercher des réponses, d'explorer l'inconnu. Cette curiosité nous a amenés de la savane africaine au sommet de l'Everest, aux profondeurs des océans, à la surface de la Lune. Maintenant,
Elle nous amène aux océans d'Europe, et nous devons y aller. Pas par arrogance, mais par nécessité. Parce que comprendre notre place dans l'univers n'est pas un luxe. C'est un besoin fondamental de l'esprit humain. L'océan d'Europe attend. Sous sa croûte de glace, dans l'obscurité totale, peut être habité par des formes de vie qui remettront en question tout ce que nous pensions savoir sur la biologie. Ou peut-être stérile, nous enseignant que la vie est plus rare, plus fragile, plus précieuse que nous le pensions. Dans les deux cas, nous apprendrons. Dans les deux cas, nous grandirons. Et c'est pourquoi nous devons y aller. Mais comprenez bien ce qui est en train de se passer en ce moment précis. Pendant que vous écoutez ces mots, Europa Clipper voyage à travers l'espace à une vitesse de 30 km par seconde. 30 km. Chaque seconde. C'est 108 000 km par heure. Et pourtant, à cette vitesse vertigineuse, il lui faudra encore 5 ans pour atteindre Jupiter. 5 années de voyage à travers le vide, propulsé par l'assistance gravitationnelle de Mars en février 2025, puis de la Terre en décembre 2026. Chaque manœuvre calculée au millimètre près. Chaque trajectoire optimisée pour économiser du carburant, pour arriver au bon moment, au bon endroit. Et voici ce que cette sonde transporte. 9 instruments scientifiques représentant 3 décennies de développement technologique. Mais ce n'est pas le matériel qui est révolutionnaire, c'est la stratégie. Parce que Europa Clipper ne va pas orbiter Europe directement. Elle ne peut pas. Les radiations la détruiraient en quelques semaines. Au lieu de cela, elle orbitera Jupiter sur une trajectoire elliptique massive, s'approchant d'Europe seulement brièvement lors de chaque passage. 49 survols sur 4 ans, certains à seulement 25 km d'altitude. 25 km au-dessus d'un monde où chaque mètre carré de surface reçoit l'équivalent de 5 millions de radiographies thoraciques par jour. Imaginez l'ingénierie nécessaire. Les composants électroniques d'Europa Clipper sont enfermés dans un coffre-fort en titane épais de 9 mm. Ce blindage pèse à lui seul 200 kg. Mais même avec cette protection, les radiations s'infiltrent. Les circuits intégrés sont conçus avec une redondance triple. Chaque calcul critique est effectué par 3 ordinateurs indépendants, et le résultat est accepté seulement si au moins 2 sont d'accord. Parce qu'un seul rayon cosmique frappant au mauvais endroit pourrait inverser un bit dans la mémoire, transformer un 0 en 1, corrompre une commande, détruire la mission. Et le radar. Parlons du radar à pénétration de glace, le WISON, Radar for Europa Assessment and Sounding, Ocean to Near Surface. Cet instrument va faire quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant, voir à travers 15 km de glace. Il émettra des impulsions radar à 2 fréquences différentes. Les ondes haute fréquence rebondiront sur la surface et les structures peu profondes, cartographiant la topographie avec une résolution de quelques mètres. Les ondes basse fréquence pénétreront plus profondément, cherchant des poches d'eau liquide dans la glace, des variations de densité, peut-être même l'interface entre la glace et l'océan. Mais voici le défi technique que personne ne vous explique vraiment. Le radar doit distinguer entre des échos séparés par des microsecondes. Des microsecondes. Parce que la lumière, et donc les ondes radar, voyagent à 300 millions de mètres par seconde. Pour résoudre des structures séparées de 15 mètres, le radar doit mesurer des différences de temps de seulement 100 nanosecondes, 100 milliardièmes de seconde. Et il doit faire cela tout en étant bombardé par des particules énergétiques qui créent du bruit électronique dans tous les circuits. Donald Blankenship, qui a dirigé le développement du Reason à l'Université du Texas à Austin, a passé 15 ans à perfectionner cette technologie. Il a testé des prototypes sur les glaciers du Groenland, dans les vallées sèches de l'Antarctique, partout où il pouvait trouver des conditions analogues à Europe. Code 14, explique-t-il, code 15, maintenant, considérez ce que le spectromètre de masse MASSPEX va faire. Mass Spectrometer for Planetary Exploration. Cet instrument va analyser les gaz et les particules qu'Europa Clipper rencontrera lors de ses survols. Si la sonde traverse un panache, si elle a cette chance incroyable, MASSPEX va aspirer des molécules d'eau, des grains de glace, tout ce qui compose ce panache. Puis il va ioniser ces molécules, les accélérer dans un champ électrique, et mesurer combien de temps elles mettent à atteindre un détecteur.
Ce temps de vol révèle la masse de chaque molécule. Mais la vraie magie est dans la résolution. Maspex peut distinguer des molécules dont les masses diffèrent de moins d'1%. Cela signifie qu'il peut différencier entre le méthane normal, avec un carbone 12, et le méthane avec un carbone 13. Cette différence isotopique est cruciale. Sur Terre, les processus biologiques préfèrent les isotopes légers. Les bactéries qui produisent du méthane utilisent préférentiellement le carbone 12 parce qu'il réagit légèrement plus vite. Si Maspex détecte un enrichissement en carbone 12 dans le méthane d'Europe, ce serait une biosignature. Pas une preuve définitive, mais un indice fort. Jack Waite, qui a conçu Maspex au Southwest Research Institute, est la même personne qui a dirigé le spectromètre de masse de Cassini, celui qui a détecté l'hydrogène dans les panaches d'Encelade. Quote 16, dit-il. Quote 17. Mais voici ce que je veux que vous compreniez vraiment. Tous ces instruments, toute cette technologie, toute cette ingénierie brillante ne garantissent rien. Europa Clipper pourrait arriver à Jupiter et ne jamais voir un seul panache. Les geysers détectés par Hubble ne sont pas constants. Ils apparaissent et disparaissent, probablement liés aux forces de marée qui ouvrent et ferment des fissures dans la glace. Si Europa Clipper arrive au mauvais moment, si les panaches sont inactifs pendant sa mission de 4 ans, alors nous n'aurons pas d'échantillons directs de l'océan. Nous aurons des données radar, des images haute résolution, des mesures du champ magnétique. Précieuses, certainement. Mais pas ce que nous espérons vraiment. C'est le pari. 2 milliards de dollars, 10 ans de voyages et de missions, des milliers de scientifiques et d'ingénieurs consacrant leur carrière à ce projet. Et le résultat dépend en partie de la chance. De la chance que les panaches soient actifs, de la chance que la sonde survive aux radiations, de la chance que les instruments fonctionnent parfaitement dans un environnement pour lequel ils n'ont jamais été vraiment testés. Et même si tout fonctionne parfaitement, même si nous traversons des panaches et détectons des molécules organiques complexes, nous serons confrontés au problème que nous avons déjà discuté, l'interprétation. Parce que voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La chimie organique complexe n'est pas rare dans l'univers. Nous avons trouvé des acides aminés dans des météorites. Nous avons détecté des molécules organiques complexes dans les nuages interstellaires. La chimie organique se produit spontanément partout où vous avez du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène et une source d'énergie. Ce n'est pas spécial. Ce n'est pas une preuve de vie. Alors qu'est-ce qui serait une preuve ? Qu'est-ce qui nous convaincrait vraiment ? Cette question hante les astrobiologistes depuis des décennies. Et la réponse honnête est « nous ne savons pas avec certitude ». Nous avons des idées, des critères, des biosignatures proposées. Mais jusqu'à ce que nous trouvions réellement de la vie extraterrestre et que nous la comparions à la vie terrestre, nous ne saurons pas quelles signatures sont vraiment universelles. C'est pourquoi certains scientifiques argumentent que nous avons besoin d'une approche différente. Pas seulement chercher des molécules spécifiques, mais chercher des patterns, des systèmes, de la complexité organisée. Lee Cronin, chimiste à l'université de Glasgow, a développé un concept qu'il appelle l'indice d'assemblage. L'idée est de mesurer combien d'étapes de synthèse seraient nécessaires pour construire une molécule donnée. Les molécules simples, produites par des processus géologiques, ont un faible indice d'assemblage. Elles peuvent être construites en quelques étapes. Mais les molécules biologiques, même simples comme les acides aminés, nécessitent de nombreuses étapes de synthèse spécifiques. Elles ont un indice d'assemblage élevé. Cronin suggère que si nous trouvons de nombreuses molécules différentes, avec des indices d'assemblage élevés dans un échantillon d'Europe, ce serait une signature de vie. Parce que les processus géologiques produisent généralement quelques molécules complexes par hasard. Mais la vie produit systématiquement de nombreuses molécules complexes différentes. C'est cette diversité organisée qui est la signature. Mais même cette approche a des limites. Elle suppose que la vie européenne construira des molécules complexes de la même manière que la vie terrestre. Et si elle utilise une chimie plus simple ? Et si elle a trouvé des raccourcis que la vie terrestre n'a pas découverts ? Nous pourrions passer à côté. Voilà pourquoi je veux être honnête avec vous. Vraiment honnête. Malgré toute notre technologie, malgré toute notre science, malgré tous nos plans soigneusement élaborés,
nous pourrions ne pas reconnaître la vie sur Europe, même si nous la regardons directement. Nous pourrions collecter des données, les analyser pendant des années et rester dans l'incertitude. Ce ne serait pas un échec de la science, ce serait une reconnaissance de ses limites. Une reconnaissance que l'univers est plus complexe, plus subtil, plus étrange que nos théories. Et vous savez quoi ? C'est acceptable. En fait, c'est excitant. Parce que cela signifie que nous avons encore beaucoup à apprendre. Cela signifie que l'univers peut encore nous surprendre. Nous vivons à une époque où nous pensons parfois avoir tout compris, où nous pensons que la science a répondu à toutes les grandes questions. Mais Europe nous rappelle que nous sommes encore au début. Nous sommes encore des explorateurs, tâtonnant dans l'obscurité, essayant de comprendre. Maintenant, parlons de ce qui vient après Europa Clipper. Parce que même si Clipper trouve des preuves convaincantes de vie, nous aurons besoin de missions de suivi. Et ces missions sont déjà en planification, au moins conceptuellement. Europa Lander, que nous avons mentionné, est l'une d'elles. Mais il y a aussi des concepts plus ambitieux. Des concepts qui semblent de la science-fiction, mais qui sont techniquement réalisables. L'un d'eux s'appelle le cryobot, un robot conçu pour fondre la glace. L'idée est simple. Vous atterrissez à la surface d'Europe, vous déployez un cylindre chauffé qui fond la glace sous lui et descend lentement vers l'océan. Le cryobot est relié à la surface par un câble de communication. Il descend, mètre par mètre, jour après jour, pendant des mois ou des années, jusqu'à ce qu'il atteigne l'océan. Puis il libère un sous-marin autonome, un hydrobot, qui explore l'océan et envoie des données via le câble. Stone Aerospace, une entreprise au Texas, a développé des prototypes de cryobots et les a testés dans les glaciers de l'Alaska et sous la banquise arctique. Bill Stone, le fondateur, est un explorateur de grottes devenu ingénieur spatial. Le défi, explique-t-il, n'est pas de fondre la glace, c'est de le faire proprement. Nous ne pouvons pas contaminer l'océan avec des microbes terrestres, donc le cryobot doit être stérilisé avant le lancement, et il doit rester stérile pendant toute la descente. Cela signifie qu'il ne peut pas toucher les parois du trou qu'il crée. Il doit descendre au centre d'un tunnel d'eau fondue sans jamais entrer en contact avec la glace environnante. C'est extraordinairement difficile. La glace d'Europe n'est pas homogène. Elle contient des fissures, des poches de saumure, des variations de densité. Le cryobot pourrait dévier de sa trajectoire verticale. Il pourrait se coincer dans une fissure. Le câble pourrait se rompre. Et même s'il atteint l'océan, l'hydrobot devra fonctionner de manière autonome dans un environnement complètement inconnu, dans l'obscurité totale, avec une communication limitée vers la surface. Mais supposons que nous réussissions. Supposons que l'hydrobot explore l'océan d'Europe, trouve des sources hydrothermales, détecte des organismes, les photographie, les analyse. Ce serait la découverte du siècle. Mais ce serait aussi le début d'un nouveau défi. Que faisons-nous avec cette information ? Parce que voici la réalité inconfortable. Si nous confirmons la vie sur Europe, la pression pour envoyer des missions habitées augmentera énormément. Des humains voudront aller là-bas. Des scientifiques voudront étudier la vie européenne directement, pas à travers des robots. Des entrepreneurs verront des opportunités commerciales. Des nations voudront établir leur présence. Et tout cela créera des risques énormes de contamination, d'exploitation, de destruction. Nous avons déjà vu ce scénario sur Terre. L'Antarctique était autrefois un continent vierge. Puis les explorateurs sont arrivés. Puis les scientifiques. Puis les touristes. Maintenant, même les régions les plus reculées de l'Antarctique montrent des signes d'impact humain. Des microplastiques dans la neige, des produits chimiques dans les lacs, des espèces invasives introduites accidentellement. Et l'Antarctique est sur notre propre planète, relativement facile d'accès, avec des traités internationaux pour le protéger. Europe est à 678 millions de kilomètres. Il n'y a pas de traité pour la protéger, pas de mécanisme d'application, pas de consensus international sur comment elle devrait être explorée. Le traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967 stipule que les corps célestes sont le patrimoine commun de l'humanité et doivent être explorés pour le bénéfice de tous les pays.
Mais il ne dit rien de spécifique sur la protection des biosphères extraterrestres. C'est un vide juridique que nous devrons combler, et vite. Certains scientifiques proposent de déclarer Europe une réserve naturelle cosmique, interdite à toute exploitation commerciale, accessible seulement pour la recherche scientifique strictement contrôlée. D'autres argumentent que c'est irréaliste, que nous ne pouvons pas empêcher l'exploration et l'exploitation une fois que nous aurons confirmé la présence de ressources précieuses, que ce soit de l'eau, des minéraux ou même la vie elle-même. Parce que voici quelque chose que peu de gens considèrent. La vie extraterrestre aurait une valeur commerciale énorme. Pas pour la manger évidemment, mais pour l'étudier. Les organismes européens, adaptés à des conditions extrêmes, pourraient produire des enzymes, des protéines, des composés chimiques que nous ne trouvons pas sur Terre. Ces molécules pourraient avoir des applications en médecine, en biotechnologie, en industrie. Des entreprises pharmaceutiques paieraient des fortunes pour accéder à ces ressources biologiques. Et voilà le dilemme. D'un côté, l'exploitation commerciale de la vie européenne serait moralement problématique. Ces organismes ont évolué pendant des milliards d'années dans l'isolement. Ils ont autant de droits d'exister que nous. Les exploiter pour le profit serait une forme de colonialisme cosmique. D'un autre côté, les bénéfices potentiels pour l'humanité pourraient être énormes. Des médicaments qui sauvent des vies, des technologies qui résolvent des problèmes. Comment équilibrer ces considérations ? Il n'y a pas de réponse facile. Mais voici ce que je pense. Nous devons avoir cette conversation maintenant, avant de trouver la vie sur Europe, pas après. Parce qu'une fois que nous l'aurons trouvée, les pressions économiques et politiques seront immenses. Les décisions seront prises rapidement, peut-être imprudemment. Nous devons établir des principes, des cadres éthiques, des réglementations internationales maintenant, pendant que nous avons encore le temps de réfléchir calmement. Et ces principes doivent être basés sur plus que des considérations pratiques. Ils doivent être basés sur une reconnaissance fondamentale. La vie, où qu'elle existe, a une valeur intrinsèque. Pas seulement une valeur instrumentale, une utilité pour nous, mais une valeur en soi. Le droit d'exister, d'évoluer, de prospérer. C'est une position philosophique, certainement. Mais c'est une position que je crois que nous devons adopter si nous voulons explorer l'univers de manière responsable. Maintenant, revenons à la science pure pour un moment. Parce qu'il y a un aspect d'Europe que nous n'avons pas encore vraiment exploré, sa géologie. La surface d'Europe est l'une des plus jeunes du système solaire. Presque pas de cratères, ce qui signifie qu'elle se renouvelle constamment. Mais comment ? Quels processus géologiques sont à l'œuvre ? Les images de Voyager et Galileo montrent plusieurs types de terrains. Il y a les plaines lisses, relativement peu marquées. Il y a les terrains chaotiques, des régions où la glace semble avoir été brisée, déplacée, recongelée dans un désordre apparent. Il y a les bandes, ces longues lignes qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Et il y a les linéas, des doubles crêtes qui suggèrent que la glace s'est séparée, que de l'eau ou de la glace molle est remontée, puis s'est recongelée. Paul Schenck, géologue planétaire au Lunar and Planetary Institute à Houston, a passé des années à analyser ces structures. Quad 20, explique-t-il. Quad 21. Ces forces de marée sont extraordinaires. Jupiter étire Europe de 30 mètres 2 fois par orbite. 30 mètres. Imaginez le sol sous vos pieds se soulevant et s'abaissant de 30 mètres chaque 3 jours et demi. C'est la période orbitale d'Europe. Cette déformation constante génère de la chaleur par friction, comme plier un trombone d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il devienne chaud. Et cette chaleur maintient l'océan liquide, alimente peut-être l'activité hydrothermale, crée les conditions pour la vie. Mais voici ce qui est fascinant. Les forces de marée ne sont pas uniformes sur Europe. Elles sont plus fortes à l'équateur qu'au pôle. Elles sont plus fortes sur l'hémisphère faisant face à Jupiter que sur l'hémisphère opposé. Cela crée des patterns de stress dans la glace, des zones où les fissures sont plus susceptibles de se former. Et ces fissures pourraient être des conduits directs vers l'océan. Les geysers détectés par Hubble proviennent probablement de ces fissures. Si nous pouvions cartographier ces zones de stress avec précision, nous pourrions prédire où les geysers sont les plus susceptibles d'apparaître. C'est exactement ce qu'Europa Clipper va faire.
Son radar et ses caméras vont créer une carte détaillée de la surface, montrant l'épaisseur de la glace, la localisation des fissures, les zones d'activité récentes. Cette carte guidera les missions futures, leur indiquant où atterrir, où forer, où chercher. Mais même avec cette carte, l'atterrissage sur Europe sera extraordinairement difficile. La surface est extrêmement froide, moins 160 degrés Celsius. Elle est dure comme du béton. Et elle est couverte de glace d'eau pure, qui est glissante. Un lander devra se poser avec une précision extrême, sur un terrain plat, loin des fissures dangereuses, mais assez près pour accéder à des zones d'intérêt scientifique. Et il devra faire tout cela de manière autonome, parce que le délai de communication avec la Terre est de 45 minutes. 45 minutes pour qu'un signal aille de Europe à la Terre, 45 minutes pour qu'une réponse revienne. Vous ne pouvez pas piloter un atterrissage en temps réel avec un tel délai. C'est pourquoi les ingénieurs développent des systèmes d'atterrissage autonomes de plus en plus sophistiqués. Des systèmes qui peuvent analyser le terrain en temps réel, identifier les dangers, choisir un site d'atterrissage sûr, tout cela en quelques minutes pendant la descente. Ces systèmes utilisent l'intelligence artificielle, des réseaux neuronaux entraînés sur des milliers d'images de terrains planétaires. Ils ont été testés sur Mars avec les rovers récents, et ils fonctionnent. Mais Europe présente des défis supplémentaires. L'obscurité pour commencer. Il y a 50 fois moins de lumière solaire à la distance de Jupiter qu'à la distance de la Terre. Les caméras devront être extrêmement sensibles. Et les radiations pourraient perturber les capteurs, créer de faux signaux, compliquer l'analyse. Chaque aspect de l'exploration d'Europe est un défi technique. Chaque instrument, chaque système, chaque procédure doit être conçu pour fonctionner dans des conditions que nous ne pouvons que partiellement simuler sur Terre. Et malgré tous nos tests, malgré toute notre préparation, il y aura des surprises. Il y aura des échecs. C'est la nature de l'exploration. Nous apprenons en essayant, en échouant, en réessayant. Mais voici ce qui est remarquable. Malgré tous ces défis, malgré tous ces risques, nous le faisons quand même. Nous construisons ces sondes, nous les lançons dans l'espace, nous les envoyons vers des mondes lointains. Pourquoi ? Pas pour le profit, certainement. Europa Clipper ne rapportera pas d'argent. Pas pour la gloire nationale, bien que cela joue un rôle. Mais fondamentalement, nous le faisons parce que nous devons savoir. Parce que la question « sommes-nous seuls ?» est trop importante pour être ignorée. Parce que comprendre notre place dans l'univers est un besoin humain fondamental. Et nous sommes si proches maintenant, si proches d'avoir une réponse. Europa Clipper est en route. Dans 5 ans, elle arrivera. Dans 6 ans, elle commencera sa mission scientifique. Dans 10 ans, nous aurons des données. Des données réelles, pas des spéculations. Des mesures, des images, des analyses chimiques. Et ces données nous diront si l'océan d'Europe est habitable. Peut-être même s'il est habité. Mais quelle que soit la réponse, elle changera notre perspective. Si nous trouvons la vie, nous saurons que nous ne sommes pas seuls, que la vie est commune dans l'univers. Si nous ne trouvons pas la vie, nous saurons que la vie est rare, précieuse, fragile. Dans les 2 cas, nous apprendrons quelque chose de profond sur la nature de l'existence. Et c'est pourquoi, malgré tous les défis, malgré toutes les incertitudes, malgré tous les risques, nous devons continuer. Nous devons explorer. Nous devons chercher. Parce que c'est ce que nous sommes, des explorateurs, des chercheurs de vérité, des êtres qui regardent vers les étoiles et demandent « Qu'y a-t-il là-bas ?» Et maintenant, pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avons les outils pour répondre. L'océan d'Europe attend. Sous 15 km de glace, dans l'obscurité totale, peut-être habité, peut-être stérile, mais certainement réel, certainement là. Et nous allons découvrir, pas dans des siècles, pas dans des millénaires, dans la prochaine décennie. Nous vivons à l'époque où cette découverte sera faite. Nous sommes les témoins de ce moment historique, et c'est extraordinaire. Mais maintenant, arrêtons-nous un instant, revenons en arrière, parce qu'il y a une question que nous avons évitée,
Une question qui plane au-dessus de toute cette entreprise comme l'ombre de Jupiter sur Europe elle-même. Une question philosophique, vertigineuse, qui change tout selon la réponse que nous lui donnons. Pourquoi la vie devrait-elle exister du tout ? Pensez-y vraiment. L'univers n'a pas besoin de vie. Les étoiles brillent sans elle. Les galaxies tournent sans elle. Les atomes s'assemblent et se désassemblent selon les lois de la physique, indifférents à toute notion de biologie. L'univers pourrait être un désert stérile de matière et d'énergie, et il fonctionnerait parfaitement. Les équations de la physique ne contiennent aucun terme pour la vie. Les lois de la thermodynamique ne la prédisent pas. Et pourtant, elle existe. Ici, sur Terre. Peut-être sur Europe. Peut-être partout où les conditions le permettent. Le physicien Paul Davies a passé des décennies à méditer sur ce paradoxe. La vie, écrit-il, est la chose la plus improbable de l'univers. Elle viole apparemment la deuxième loi de la thermodynamique, qui dit que l'entropie, le désordre, doit toujours augmenter. Et pourtant, la vie crée de l'ordre. Elle construit des structures complexes à partir de composants simples. Elle maintient des gradients chimiques qui ne devraient pas exister. Comment est-ce possible ? La réponse, bien sûr, est que la vie n'est pas un système fermé. Elle ne viole pas la thermodynamique, elle l'exploite. Elle capte de l'énergie de son environnement, le soleil pour les plantes, les composés chimiques pour les bactéries des profondeurs, et elle utilise cette énergie pour créer de l'ordre localement, tout en augmentant le désordre globalement. C'est légal, thermodynamiquement parlant, mais c'est extraordinairement improbable. Les chances qu'un ensemble de molécules s'organise spontanément en un système capable de se reproduire, de métaboliser, d'évoluer, sont astronomiquement faibles. Et pourtant, cela s'est produit. Sur Terre, cela s'est produit rapidement, dès que les conditions l'ont permis. Qu'est-ce que cela nous dit ? Soit nous avons eu une chance incroyable, un coup de dé cosmique qui ne se répétera peut-être jamais. Soit, il y a quelque chose dans les lois de la physique et de la chimie que nous ne comprenons pas encore, quelque chose qui rend l'émergence de la vie non pas improbable, mais presque inévitable. Stuart Kauffman, biologiste théoricien, a proposé une idée radicale. Il suggère que la vie n'est pas un accident, mais une propriété émergente de systèmes chimiques complexes. Quand vous avez suffisamment de molécules différentes, interagissant de suffisamment de façons différentes, des réseaux autocatalytiques émergent spontanément. Des cycles de réaction qui se maintiennent eux-mêmes, qui se reproduisent, qui évoluent. La vie, selon Kauffman, est ce qui arrive quand la chimie devient suffisamment complexe. C'est inévitable. Si Kauffman a raison, alors l'univers est plein de vie. Partout où il y a de l'eau liquide, de l'énergie et une chimie organique complexe, la vie émergera. Europe, Encelade, Titan, des milliards d'exoplanètes dans la galaxie, toutes grouillant de vie. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons jamais été seuls. Nous avons simplement été aveugles, regardant les étoiles, sans voir ce qui était évident. L'univers est vivant. Mais si Kauffman a tort, si la vie est vraiment un accident incroyablement improbable, alors nous pourrions être seuls. Pas seulement dans notre système solaire, pas seulement dans notre galaxie, mais dans l'univers observable tout entier. 2000 milliards de galaxies, et une seule planète avec de la vie. La Terre. Nous. Cette possibilité est vertigineuse. Elle fait de chaque organisme vivant, de chaque bactérie, de chaque brin d'herbe, de chaque être humain, quelque chose d'infiniment précieux. Parce que nous serions tout ce qu'il y a. La seule conscience dans un cosmos inconscient. Les seuls yeux par lesquels l'univers peut se voir lui-même. Carl Sagan l'a dit magnifiquement. Nous sommes une façon pour le cosmos de se connaître lui-même. Si nous sommes seuls, cette phrase prend un poids écrasant. Nous ne sommes pas juste une façon. Nous sommes la seule façon. L'univers a passé 13 800 millions d'années à évoluer. Des fluctuations quantiques du Big Bang aux étoiles, aux planètes, à la vie, à la conscience. Et tout cela pour que nous puissions être ici, en ce moment, nous posant ces questions. Mais voici ce que nous ne savons pas, ce que nous ne pouvons pas savoir,
pas encore. Nous ne savons pas si la conscience elle-même est rare ou commune. Nous cherchons la vie microbienne sur Europe, et c'est important. Mais la vie microbienne n'est pas consciente, pas au sens où nous l'entendons. Les bactéries ne se demandent pas pourquoi elles existent. Elles ne contemplent pas l'univers. Elles ne créent pas d'art, de musique, de philosophie. Elles existent, elles se reproduisent, elles évoluent. Mais elles ne savent pas qu'elles existent. La conscience, cette capacité de réflexion, d'introspection, de questionnement, pourrait être beaucoup plus rare que la vie elle-même. Sur Terre, elle a émergé une seule fois, chez les primates, et même là, elle semble être une propriété graduelle. Les chimpanzés ont une forme de conscience, les dauphins aussi. Les corbeaux montrent des signes de pensée abstraite. Mais aucun d'eux ne construit des télescopes, n'écrit des équations, ne se demande ce qu'il y a au-delà des étoiles. Seuls nous le faisons. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution humaine qui a produit cette capacité extraordinaire ? Nous ne le savons pas vraiment. Nous avons des théories. Le langage, peut-être, qui a permis la transmission cumulative de connaissances. La vie sociale complexe, qui a nécessité la capacité de modéliser les pensées des autres. L'utilisation d'outils, qui a favorisé la planification et la pensée abstraite. Mais ce sont des hypothèses. Nous ne comprenons pas vraiment comment la conscience émerge de la matière, comment des neurones qui tirent créent une expérience subjective, un quote 26 qui observe le monde. C'est ce que le philosophe David Chalmers appelle le problème difficile de la conscience. Nous pouvons expliquer comment le cerveau traite l'information, comment il contrôle le comportement, comment il réagit aux stimuli. Ce sont des problèmes faciles, en principe résolubles par la neuroscience. Mais expliquer pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être conscient, pourquoi il y a une expérience subjective, un ressenti, une qualité phénoménale à l'existence, c'est le problème difficile. Et nous n'avons pas de réponse. Certains philosophes, comme Daniel Dennett, argumentent que le problème difficile est une illusion, que la conscience n'est rien de plus que le traitement de l'information par le cerveau, et que notre intuition qu'il y a quelque chose de plus est simplement une erreur cognitive. D'autres, comme Chalmers lui-même, insistent que l'expérience subjective est réelle, irréductible, et nécessite une explication qui va au-delà de la physique actuelle. Et voici où cela devient vraiment étrange. Certains physiciens, comme Roger Penrose, suggèrent que la conscience pourrait être liée à la mécanique quantique, que les processus quantiques dans le cerveau, peut-être dans les microtubules à l'intérieur des neurones, créent des états de superposition qui s'effondrent d'une manière qui génère l'expérience consciente. C'est hautement spéculatif. La plupart des neuroscientifiques sont sceptiques. Mais c'est une possibilité. Si Penrose a raison, alors la conscience n'est pas juste un phénomène biologique, c'est un phénomène quantique. Et cela signifierait que la conscience est tissée dans le tissu même de la réalité, présente à un certain niveau dans toute matière. C'est une forme de panpsychisme, l'idée que la conscience est une propriété fondamentale de l'univers, comme la masse ou la charge électrique. Les électrons ont une conscience rudimentaire, les atomes ont une conscience rudimentaire. Et quand vous assemblez suffisamment d'atomes de la bonne manière, dans un cerveau, cette conscience rudimentaire s'amplifie, s'organise, devient l'expérience humaine riche que nous connaissons. C'est fou, non ? Et pourtant, des philosophes et des scientifiques sérieux considèrent cette possibilité. Parce que toutes les autres explications de la conscience semblent échouer. Le matérialisme pur, l'idée que la conscience n'est rien de plus que des neurones qui tirent, ne peut pas expliquer pourquoi il y a une expérience subjective. Le dualisme, l'idée qu'il y a une substance mentale séparée de la substance physique, viole tout ce que nous savons sur la physique. Le panpsychisme est étrange, mais au moins, il offre une explication cohérente. Maintenant, ramenons cela à Europe. Si nous trouvons la vie là-bas, même microbienne, cela ne répondra pas à la question de la conscience. Les bactéries européennes, si elles existent, ne seront probablement pas conscientes. Mais leur existence nous dira quelque chose d'important, que la vie émerge facilement dans l'univers. Et si la vie émerge facilement, alors quelque part, sur certaines de ces innombrables planètes, la vie a évolué vers la complexité, vers la multicellularité, vers les systèmes nerveux, vers la conscience. Peut-être que nous ne sommes pas seuls dans notre capacité à nous demander pourquoi nous existons.
Peut-être qu'il y a d'autres êtres, sur d'autres mondes, regardant leurs propres cieux, se posant les mêmes questions. Peut-être qu'ils ont construit leurs propres télescopes, découvert leurs propres lunes océaniques, envoyé leurs propres sondes. Peut-être qu'en ce moment même, une civilisation extraterrestre explore un monde dans son système solaire, cherchant des signes de vie, tout comme nous explorons Europe. Cette pensée est à la fois réconfortante et troublante. Réconfortante parce qu'elle signifie que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de compréhension. Troublante parce qu'elle soulève la question. Si d'autres civilisations existent, où sont-elles ? Pourquoi n'avons-nous pas détecté leurs signaux ? Pourquoi ne sont-elles pas venues nous visiter ? C'est le paradoxe de Fermi. Si la vie est commune, si l'intelligence évolue facilement, si les civilisations technologiques émergent régulièrement, alors la galaxie devrait être pleine d'entre elles. Certaines devraient être des millions d'années plus avancées que nous. Elles devraient avoir colonisé la galaxie, ou au moins envoyé des sondes partout. Nous devrions voir des preuves de leur existence. Et pourtant, nous ne voyons rien. Le silence est assourdissant. Il y a de nombreuses explications possibles. Peut-être que les civilisations technologiques se détruisent rapidement, par la guerre nucléaire, le changement climatique, l'intelligence artificielle incontrôlée. Peut-être que le voyage interstellaire est plus difficile que nous le pensons, impossible même. Peut-être que les civilisations avancées n'ont aucun intérêt à explorer, préférant se retirer dans des réalités virtuelles. Peut-être qu'elles sont là, mais nous ne savons pas comment détecter leurs signaux. Ou peut-être, juste peut-être, nous sommes vraiment seuls. Les premiers, les seuls pour l'instant. Cette dernière possibilité porte une responsabilité écrasante. Si nous sommes les premiers, alors l'avenir de la vie intelligente dans l'univers dépend de nous. Si nous survivons, si nous nous répandons dans le système solaire, puis vers les étoiles, alors nous ensemencerons la galaxie avec la vie et la conscience. Si nous échouons, si nous nous détruisons, alors l'univers pourrait rester silencieux pendant des milliards d'années de plus, jusqu'à ce qu'une autre espèce, sur une autre planète, évolue vers l'intelligence et recommence le processus. Mais revenons à ce que nous savons, à ce que nous pouvons mesurer, à ce que nous pouvons tester. Parce que toute cette philosophie, aussi fascinante soit-elle, reste spéculative. Ce qui n'est pas spéculatif, c'est que Europa Clipper est en route. Ce qui n'est pas spéculatif, c'est que dans quelques années, nous aurons des données réelles sur l'océan d'Europe. Ce qui n'est pas spéculatif, c'est que nous vivons à l'époque où la question « sommes-nous seuls ?» pourrait recevoir une réponse. Et voici ce que je veux que vous compreniez vraiment, ce que je veux que vous ressentiez dans vos os. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas si l'océan d'Europe est habité. Nous ne savons pas si la vie est commune ou rare. Nous ne savons pas si la conscience est un accident ou une propriété fondamentale de l'univers. Nous ne savons pas si nous sommes seuls ou entourés de voisins cosmiques. Nous ne savons pas. Et c'est magnifique, parce que cela signifie que l'univers peut encore nous surprendre. Cela signifie qu'il y a encore des mystères à résoudre, des découvertes à faire, des questions à poser. Nous vivons à une époque extraordinaire. Une époque où les outils de la science nous permettent d'explorer des mondes que nos ancêtres ne pouvaient qu'imaginer. Une époque où les questions les plus profondes de l'existence, des questions que les philosophes ont débattues pendant des millénaires, peuvent enfin être testées empiriquement. Peut-être que dans 10 ans, nous regarderons en arrière sur ce moment et nous nous souviendrons de l'anticipation, de l'incertitude, de l'émerveillement. Peut-être que nous nous souviendrons de l'époque où nous ne savions pas encore, où tout était encore possible. Parce qu'une fois que nous saurons, une fois que nous aurons la réponse, quelque chose sera perdu. Le mystère sera résolu, la question sera répondue, et nous passerons à la suivante. Mais pour l'instant, nous sommes dans l'entre-deux, entre l'ignorance et la connaissance, entre la solitude et la compagnie cosmique, entre un univers mort et un univers vivant. Et c'est un endroit extraordinaire où être. Alors, quand vous regardez le ciel nocturne, quand vous voyez Jupiter briller comme un point lumineux parmi les étoiles, rappelez-vous. Rappelez-vous qu'autour de cette planète géante orbite une petite lune glacée. Rappelez-vous que sous 15 km de glace se cache un océan plus vaste que tous ceux de la Terre. Rappelez-vous qu'en ce moment même, une sonde spatiale voyage vers ce monde, portant nos questions,
nos espoirs, notre curiosité insatiable. Rappelez-vous que nous sommes des explorateurs, que nous avons toujours été des explorateurs. Depuis que nos ancêtres ont quitté l'Afrique, traversé les océans, escaladé les montagnes, nous avons cherché à savoir ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Et maintenant, notre horizon s'est étendu au-delà de notre planète, au-delà de notre système solaire, vers les étoiles elles-mêmes. Rappelez-vous que chaque grande découverte commence par une question, et que la plus grande question de toutes, quote 28, est sur le point de recevoir une réponse. Peut-être pas une réponse définitive, peut-être pas une réponse complète, mais une réponse, des données, des faits, quelque chose de réel sur quoi construire notre compréhension. Et rappelez-vous ceci, quelle que soit la réponse, elle sera extraordinaire. Si nous trouvons la vie sur Europe, nous saurons que l'univers grouille de vie, que nous ne sommes pas seuls, que la biologie est aussi fondamentale que la physique. Si nous ne trouvons pas la vie, nous saurons que la vie est rare, précieuse, fragile, que nous avons une responsabilité de la protéger, de la préserver, de la répandre. Dans les deux cas, nous apprendrons quelque chose de profond sur notre place dans le cosmos. Dans les deux cas, nous grandirons. Dans les deux cas, nous serons changés. Parce que c'est ce que fait l'exploration. Elle nous change. Elle élargit notre perspective. Elle nous montre que l'univers est plus grand, plus étrange, plus merveilleux que nous l'imaginions. Elle nous rappelle que nous sommes petits, oui, mais aussi que nous sommes capables de grandes choses. Que nous pouvons construire des machines qui voyagent vers d'autres mondes, que nous pouvons poser des questions qui semblaient impossibles, que nous pouvons chercher des réponses dans les endroits les plus improbables. L'océan d'Europe attend, dans l'obscurité, dans le froid, à 678 millions de kilomètres. Mais nous allons y aller, nous allons regarder, nous allons chercher. Parce que c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Et peut-être, juste peut-être, nous trouverons quelque chose qui nous regardera en retour. Pas avec des yeux, certainement, pas avec une conscience comme la nôtre, mais quelque chose de vivant, quelque chose qui existe, qui persiste, qui évolue, une seconde genèse, une seconde biosphère, une preuve que nous ne sommes pas seuls. Ou peut-être que nous ne trouverons rien, que l'océan sera stérile, que la chimie sera complexe mais non biologique, que nous resterons seuls pour l'instant. Et ce sera une réponse aussi. Une réponse qui nous dira que la vie est rare, que nous sommes chanceux, que chaque moment d'existence est un miracle. Dans les deux cas, nous aurons appris. Dans les deux cas, nous aurons grandi. Dans les deux cas, nous aurons fait ce que les humains font de mieux. Nous aurons exploré. Nous aurons cherché. Nous aurons osé regarder au-delà de notre monde et demander « Qu'y a-t-il là-bas ?» Et c'est peut-être la plus belle chose de toutes. Pas la réponse elle-même, mais la question. Pas la destination, mais le voyage. Pas la connaissance, mais la recherche de la connaissance. Parce que c'est dans cette recherche que nous trouvons notre humanité. C'est dans cette quête que nous trouvons notre sens. C'est dans cette exploration que nous trouvons qui nous sommes vraiment. Alors levez les yeux, regardez les étoiles, trouvez Jupiter, et sachez que là-bas, autour de cette planète géante, une petite lune glacée cache peut-être le secret le plus profond de l'univers. Et sachez que nous sommes en train de le découvrir. Maintenant, en ce moment même, dans votre vie, vous êtes témoin de l'histoire. Vous vivez à l'époque où l'humanité a commencé à répondre à la question la plus ancienne, la plus profonde, la plus importante que nous nous soyons jamais posée. Sommes-nous seuls ? Bientôt nous saurons, ou du moins, nous commencerons à savoir. Et ce sera extraordinaire.